Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 17h de ce 13 mars à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, adresse un message de félicitations à la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine à l'occasion de son investiture et de sa prise de fonction. La Cour constitutionnelle annonce les résultats définitifs des élections pour le renouvellement par moitié des membres élus du Conseil de la Nation. Nous écouterons à ce sujet le président de la Cour, Omar Belhadj. Mémoire dans ce journal avec le film Algérie, section armes spéciales, diffusé hier sur toutes les chaînes de l'EPTV. Le documentaire revient sur les atrocités commises par la France durant la guerre de libération nationale, notamment l'emploi d'armes chimiques contre la population. Au Maroc, dégradation remarquable du pouvoir d'achat de la population. Le cercle des protestations s'élargit contre la mauvaise gestion du gouvernement et les Marocains menacent de fermer les marchés et les commerces. Nous irons auprès de notre communauté établie en France dans cette édition. Notre communauté qui retrouve de la chaleur familiale et l'ambiance du ramadan dans les iftar collectifs organisés par la mosquée Abou Bakr Siddiq Rachel. Solidarité et partage au rendez-vous. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, adresse un message de félicitations à la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine à l'occasion de son investiture et de sa prise de fonction, lui souhaitant ou plutôt plein de succès et réussite dans l'accomplissement de cette haute responsabilité. Dans son message de félicitations, le président de la République estime que l'accession à cette haute fonction reflète la place qu'occupe l'Algérie dans notre continent et reflète la confiance dont vous jouissez à l'échelle continentale en raison de vos grandes compétences au service des intérêts de l'Afrique. Le président s'est dit convaincu que son expertise et sa sagesse contribueront à renforcer la Commission, à améliorer ses performances et à consolider les principes de bonne gouvernance au sein de cette importante institution continentale. En réitérant ses plus sincères félicitations, le président de la République assure son entier soutien dans l'accomplissement de sa noble mission ainsi que de son engagement à lui apporter l'assistance nécessaire à coordonner avec elle en faveur des intérêts de l'Algérie et de l'Afrique. Selma Malika Haddadi a pris ses fonctions ce jeudi en tant que vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. La diplomate algérienne avait été élue pour ce poste avec un total de 33 voix lors de l'élection organisée à l'occasion du 38e sommet de l'Union africaine en février. L'ex-ambassadrice d'Algérie à Addis Abeba a remporté une victoire écrasante contre sa concurrente marocaine éliminée au 6e tour. Puis la Cour constitutionnelle a annoncé ce jeudi les résultats définitifs des élections pour le renouvellement par moitié des membres élus du Conseil de la Nation. Après avoir statué sur les recours, les élections se sont déroulées dimanche 9 mars. Et je vous invite à écouter le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj. La répartition des candidats élus selon leur appartenance politique est comme suit. Premièrement, le parti du Front de Libération Nationale arrive en tête de ces élections avec 19 sièges, suivi du Rassemblement National Démocratique avec 14 sièges, du Front El Moustaqbal avec 10 sièges, des Indépendants 6 sièges, du Mouvement Al-Bina 3 sièges, du Mouvement de la Société pour la Paix avec 3 sièges, du Front des Forces Socialistes avec 2 sièges et de Tajamu' Amal Jazair avec un seul siège, soit un total de 58 élus. Le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, a présidé une séance plénière consacrée au tirage au sort pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans les 10 nouvelles wilayas. La séance a été ouverte par Boudjil en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kautal Kilikou, avec une présentation détaillée des dispositions et procédures relatives au tirage au sort. L'opération qui s'est déroulée dans la transparence a abouti aux résultats suivants. Les membres dont le mandat se poursuivent: Abdelkrim
Karim Haddadi, Timimoun, parti du FLN, Brahim Aqadi, Bourj-Bedi Mokhtar, RND, Abdelhaq Brahimi Oulad Jalal, indépendant, Abdeljalil Ben Jarrad, Beni Abbas, indépendant, Abdelrahman Belhaïba, Insalah, parti du FLN, Ahmed Chettou et Ingazam, parti du FLN, Salim Belhasrouf, Tougourt, RND, Omar Khameis, Janet, parti du FLN, Abdelbari Bouznada El-Mghayr, MSP, Mohamed Al-Arbi Slimani El-Mnia, du parti Al-Mustaqbal. À la clôture de la séance, Goudjil a affirmé que l'Algérie a besoin de tous ses enfants unis sous la direction éclairée du président de la République, Ahmed Tebboune, solidaire entre eux et pleinement conscient des mutations effrénées que connaît le monde. Dans l'actualité également, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a reçu aujourd'hui la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et la chef de la mission d'appui pour la Libye, Anna Serwa Tété, en visite officielle en Algérie. Ahmed Attaf a renouvelé ses félicitations à Madame Tété pour sa nomination à la tête de la délégation onusienne, affirmant la disponibilité de l'Algérie à lui apporter son soutien dans ses nobles missions. Les deux parties ont échangé les points de vue et les analyses sur les derniers développements de la situation en Libye et les perspectives de résolution de la crise dans ce pays frère. Dans ce siège, Attaf a rappelé les positions algériennes et les principes sur lesquels elles reposent. La résolution, tout d'abord, la résolution de la crise libyenne ne se fera qu'à travers un processus interlibyen, un processus fédérateur qui n'exclut personne. La résolution de la crise libyenne doit viser impérativement à renforcer l'unité nationale libyenne et préserver l'intégrité territoriale de ce pays frère. La priorité doit être donnée à l'unification de toutes les institutions nationales libyennes et à l'élimination de toute forme de division et de fragmentation sur la scène libyenne. Et puis la clé du règlement de la crise libyenne réside dans la fin des interventions étrangères sous toutes les formes afin de permettre aux Libyens de décider librement de leur destin. Et enfin, la solution à la crise libyenne doit passer par l'organisation d'élections libres et transparentes qui conféreront à l'État libyen une légitimité souveraine et une capacité de décision indépendante. Mémoire dans ce journal avec le film Algérie, section armes spéciales, diffusé hier sur toutes les chaînes de l'EPTV. Le documentaire revient sur les atrocités commises par la France durant la guerre de libération nationale et l'un des crimes contre l'humanité, en particulier l'emploi d'armes chimiques contre la population algérienne par les soldats français. Ce documentaire très édifiant a été déprogrammé de la chaîne France 5, nous dit Karim Haïfa. Ce sont des centaines de documents secrets déclassifiés, avec lesquels il recompose un puzzle édifiant. 2 ans après le début de la guerre, le commandant des forces armées en Algérie, nommé 10e région militaire, s'adresse au secrétaire d'État de l'armée de terre. Objet, utilisation des moyens chimiques. Le colonel des armes spéciales m'a rendu visite. Il m'a annoncé qu'il avait obtenu votre accord de principe relatif à l'utilisation des moyens chimiques en Algérie. Selon l'opinion du ministre résident. Algérie, armes spéciales. Une enquête implacable sur l'usage des armes chimiques par la France coloniale en Algérie. La France a utilisé ces armes chimiques interdites par le protocole de Genève de 1925 dans sa guerre contre l'Algérie de 54 à 59. C'est ce que révèle le film documentaire diffusé hier sur toutes les chaînes de la télévision publique. Le documentaire de 52 minutes de la réalisatrice Claire Billet s'appuie sur les recherches menées durant près de 10 ans par l'historien Christophe Lafaye. Quand j'ai voulu travailler sur la mémoire de la guerre d'Algérie, je l'ai appelé et c'est là que j'ai découvert l'objet de ses recherches. Et je vais vous dire, j'ai été interloquée par le fait que je n'étais pas au courant de l'usage des armes chimiques par l'armée française durant la guerre d'indépendance. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était parce que personne n'était au courant. Et je me suis dit que c'était impossible que l'histoire ne soit pas écrite et que des faits historiques tels que cela ne soient pas connus. Donc j'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a plus de 4 ans maintenant avec Christophe Lafaye. La guerre coloniale qui est menée à ce moment-là est une guerre totale. Une guerre menée contre le FLN et l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, mais aussi menée contre les populations.
qui deviennent l'enjeu central du conflit. Et ces populations se retrouvent aussi victimes de ces opérations militaires. Donc on avait quand même une vue assez précise sur le système mis en place à cette époque-là, la lutte anti-subversive avec les différents types de pression, dont la torture, dont vont être victimes les populations. Mais on n'avait pas encore pris conscience que dans l'arsenal aussi qui avait été déployé par l'armée coloniale, il y avait les armes chimiques. Et au départ, dès le départ, l'utilisation de ces armes chimiques est envisagée pour répondre à un besoin tactique. C'est-à-dire que les maquisards utilisaient les grottes pour pouvoir se protéger, utilisaient les grottes pour pouvoir se dissimuler au coup de l'aviation de l'armée coloniale de cette époque-là. Et c'est pour ça que la France, à un moment donné, a décidé d'utiliser les armes chimiques pour pouvoir donner l'assaut à ces grottes en diminuant leurs pertes. En France, les historiennes et les historiens ont commencé véritablement à prendre à bras-le-corps ces violences coloniales. Mais ce savoir ne diffuse pas dans la société. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que depuis des années, les historiennes et les historiens montrent que la Terre est ronde et on a l'impression que dans le débat public, les Français continuent à penser que la Terre est plate, d'une certaine manière. Donc il y a un enjeu de diffusion et aussi de vulgarisation de ces recherches pour montrer le vrai visage de cette guerre coloniale. Malgré de nombreux obstacles administratifs, Claire Billet et Christophe Lafaille ont pu exhumer plusieurs documents qui décrivent comment la décision politique a été prise, recueillant également de nombreux témoignages de rescapés parmi les Algériens qui ont subi les affres de l'emploi massif de ces armes. Et les obstacles pour la réalisation de ce film, je pense, ont été nombreux, car la guerre d'indépendance algérienne et le fait colonial est un sujet très sensible, aujourd'hui encore. Je vais vous dire que c'était difficile à de nombreux niveaux. Le premier, c'est qu'il fallait trouver des témoins, et c'est pas moi qui les ai trouvés d'ailleurs principalement, c'est l'historien Christophe Lafaille. Moi, j'en ai trouvé un en France. Nous en avons trouvé en travaillant d'équipe ensemble en Algérie avec l'historienne Safia Areski. Mais ce qui est difficile au fond, c'est la mémoire traumatique, si vous voulez, pour moi. Avec la torture et la déportation des populations, la guerre chimique est le dernier élément d'une série de brèches dans les engagements internationaux de la France que celle-ci a sciemment bafoué pour mener sa guerre coloniale. Même si la France officielle tente toujours d'enterrer cette page funeste de son passé, les effets irréversibles de ces armes lui rappellent toujours son histoire et ses crimes abominables. جزائري يرمز العروبة ملاويتي من أزرار نصرك ربي وعدت دولة وسبحت قلعة للأحرار. La barbarie et le mépris du colonisateur français n'avaient pas de limite. Preuve en est les crânes des résistants algériens conservés comme trophées dans les musées français. Essorillés, décapités, ils étaient présentés comme la preuve d'une mission accomplie, celle de dominer la population locale, et ce par tous les moyens. Rina Lerari. Parmi ces crânes humains entreposés au sous-sol du musée de l'Homme de Paris, depuis plus de 150 ans, figurent les crânes de résistants algériens décapités par l'armée française au XIXe siècle qui ont vu leur corps profané. Considérés comme des trophées de guerre, ces restes humains sont le témoignage brut des crimes commis par la France coloniale. La décapitation était une pratique extrêmement fréquente. C'était en quelque sorte, désolé de l'expression, mais une sorte de sinistre preuve du succès militaire. C'est-à-dire lorsqu'un officier ou un sous-officier ou un homme de troupe arrivait dans un lieu de combat, il devait ramener comme preuve à son supérieur le fait qu'il avait réussi à tuer la population. Donc c'était dans le meilleur des cas, est-ce que je peux dire ça, des oreilles. Quand j'ai préparé mon bouquin, j'ai appris un mot de la langue française, le mot essorillement, couper les oreilles. Okay. Donc on coupait les oreilles comme preuve qu'on avait vaincu des ennemis, mais également des têtes. C'est très barbare. Complètement barbare. Et des têtes. Mais ça, c'est des choses qui sont dites. J'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure. Dans les correspondances de Saint-Arnaud, de la Mauricière, de Bugeaud, de Boyer, enfin toutes ces choses-là, correspondances qui ont été... Ces gens-là se vantaient de ce qu'ils faisaient.
Ils disaient que c'était pour eux la preuve qu'ils étaient en train de réussir leur mission, donc de mettre à genoux, de tenter de mettre à genoux la population algérienne. Pour mettre à genoux la population algérienne, la France coloniale a fait de la terreur une arme de domination. Une stratégie bien pensée qu'elle a affinée et généralisée tout au long de la colonisation. Pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie, les villages rasés, les villages napalmisés, la pratique du viol, la pratique de la torture immédiate contre toute personne qui n'était même pas forcément suspecte, mais qui pouvait éventuellement donner quelques renseignements, ces pratiques-là ont été généralisées. C'est des choses tellement évidentes pour les historiens que j'ai presque envie de sourire quand j'entends les cris d'orfraie des protestataires. Dès qu'il est question de crimes coloniaux, certains protestataires crient au scandale et dénoncent une remise en cause de l'histoire, refusant d'admettre des faits pourtant incontestables et avérés. Les destructions de villages, les razzias, les crimes, à la limite parfois les viols à travers des petites notations, mais qui sont quand même tout à fait évidentes, eh bien ces choses-là sont référencées par les acteurs eux-mêmes, ou en tout cas par les donneurs d'ordre. Lisez, les choses ont été publiées, elles sont d'ailleurs sur le site de la Bibliothèque nationale Gallica. Crimes de guerre, profanation et répression brutale, la colonisation française en Algérie s'est imposée par la violence et la barbarie. Des faits macabres et inhumains qui sont inscrits dans l'histoire et les mémoires. À Raza, les habitants tentent de survivre malgré la destruction et le blocus imposé par l'entité sioniste. L'occupant a fermé tous les accès aux aides humanitaires vitales pour les Razaouis. Ces derniers gardent espoir d'un avenir meilleur et résistent, même avec l'art. Notre correspondant à Raza, Wissam Abouzaïd, commentaire de Yasmine Massoudi. Redonner une nouvelle vie à ces boîtes de conserve issues des aides humanitaires est une façon de redonner de l'espoir aux Razaouis. À travers son travail, ce jeune artiste palestinien tente de retracer la dure réalité vécue par les Palestiniens au quotidien. Lorsque l'aide humanitaire n'arrivait pas dans l'enclave, les Razaouis utilisaient des boîtes de conserve pour planter des graines. Moi, j'ai choisi de les percer, de les nettoyer et de les assembler pour en faire des colonnes. Au départ, les gens étaient étonnés et ne comprenaient pas ce que je faisais. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'une œuvre artistique prenne forme à partir de ces boîtes de conserve. Rien ni personne n'a pu empêcher cet artiste d'exprimer son art. Ce jeune Razaoui a réussi à réaliser une œuvre artistique à partir de rien, illustrant ainsi le génocide qui a fait des milliers de morts et de blessés. Aucun mot ne pourra vraiment décrire cette réalité. Je ne cherche pas seulement à raconter une histoire, mais à parler de ma terre, de celle de mes ancêtres. Je veux transmettre ce que je ressens et ce que ressentent les Razaouis. Au milieu des ruines des maisons détruites, plusieurs artistes palestiniens ont utilisé leur art pour mettre au grand jour l'ampleur des dégâts causés par le blocus et les bombardements. À travers leurs œuvres, ils rappellent que ces lieux étaient autrefois pleins de vie et cherchent à préserver leur mémoire. Dégradation remarquable du pouvoir d'achat de la population marocaine. Le cercle des prestations s'élargit entre la mauvaise gestion du gouvernement et les Marocains menacent de fermer les marchés et les commerces en dénonciation de leur situation socio-économique difficile. Amira Sefta. Le Merzen reste sourd aux appels de détresse du peuple marocain qui ne décolère pas face à la précarité de sa situation économique et sociale. Ils nous ont épuisés. Nous avons fait le tour des marchés, couffins à la main, jusqu'à épuisement, pour au final en sortir les mains vides. Tout est cher et inaccessible. C'en est trop pour nous. Nous avons besoin d'une solution. Il est anormal que les citoyens ne puissent même plus acheter les produits de base. Dans un pays agricole comme le nôtre, nous sommes incapables d'acheter des produits de qualité. C'est une honte. Tuez-nous tant que vous y êtes. Nous allons nous soulever contre cette injustice, en fermant les marchés et les boutiques. Nous ne pouvons plus subir en silence. Ils vont enfin comprendre la réalité des citoyens de Casablanca. Une réalité d'autant plus amère durant Ramadan, un mois où la solidarité et la compassion devraient pourtant primer.
On va auprès de notre communauté établie en France à présent. Certains de ses membres retrouvent la chaleur familiale et l'ambiance du Ramadan dans les iftars collectifs organisés par la mosquée Abou Bakr Siddiq à Chelles. Celle-ci reçoit tout le monde sans distinction et contribue à tisser des liens empreints de solidarité et de partage. Notre correspondante Afa Belhoujed. C'est une scène familière à la mosquée Abou Bakr Siddiq de Chelles. Chaque soir, à l'heure sacrée de la prière d'El Maghrib, les fidèles affluent, unis dans le recueillement. À la sortie, les bénévoles accueillent les fidèles en distribuant dates et ben, perpétuant ainsi la tradition prophétique. Mais leur mission ne s'arrête pas là. Dans les sous-sols, une autre solidarité s'exprime, celle de l'iftar collectif. Des plats chauds sont préparés avec soin, réchauffant les cœurs de ceux qui vivent l'exil. Comme d'habitude, نقدموا الشربة والإبريق كل يوم ونبدلوا البلا دو ريزيستونس نبدلوه كل يوم واش يكون. اليوم اخترنا طاجين الزيتون بالبولي معروف بلي كاروت بيان سور، وان شاء الله يعجب اللي رايحين يفطروا هنا معنا. وياتونا الناس يعني من كل طبقات، يعني اللي عندهم اللي ما عندهمش، يعني يقسموا هذه الوجبه بينهم ويفرحوا ويضحكوا يعني في اجواء عاديه. Ici, les convives ne sont pas seulement les plus démunis, mais aussi des travailleurs isolés, des âmes solitaires en quête de chaleur communautaire qui rappellent les soirées de Ramadan du pays natal. الحمد لله يا ربي نحس كاع في الغربه والناس كاع بكري هنا راه مرافدين عاد بزاف ناس هنا، بزاف ناس راهم يجوا من هاكواك يجوا يفطروا لهنا. الحمد لله يا ربي الحمد لله. هنا رانا بكواعطنا ونجوا نفطروا لهنايا، ماشي كيسو واحد بكواعط ولا بلا كواعطه كاع هنايا. الحمد لله يا ربي نجيو نسيبو لوبيونس هنايا، زعما نتلاقى مع ولاد البلاد هنايا، نجمعوا ناكلوا قهوه ونروحوا بعد نروحوا القهوه نجمعوا كل عام نجوا هنايا. الحمد لله يا ربي. Un grand merci pour la mosquée ou tout l'établissement à la mosquée. On est bien accueillis ici pour le fطور de Ramadan. شغل جو عائلي وما خصنا والو ونشكر الجميع. Les bénévoles veillent à chaque détail, servant plus d'une centaine de plats quotidiens avant de s'attabler eux-mêmes en signe d'humilité et de fraternité. اخترت باش ندير البينيفول هنا باسكو رانا كنا اللي نديرو البينيفول هنا كوم on dirait comme une famille entre nous. On a laissé la famille, mais c'est pour la bonne cause. Donc voilà, alhamdoulilah. Là on a servi tous les repas pour les nécessités et là maintenant c'est à notre tour de manger. Comme dans toute mosquée, durant le mois sacré, les veillées sont rythmées par les prières des tarawih, enrichies par un programme spirituel qui anime la vie communautaire de la mosquée. Donc on récite environ 2 hizb chaque soir. Les 10 derniers jours, on ajoutera à ça Tahajjud, donc 1 heure avant Subh. Il y a également des cours tous les jours après l'Asr. Également, les 10 derniers jours, il y aura également des cours le matin après Subh. Sobre et élégante, a été érigée grâce à la générosité des fidèles qui continuent à la faire vivre. Plus de 2000 fidèles la fréquentent lors des prières des tarawih et près de 4000 lors de la prière du vendredi, un lieu de foi et de fraternité où l'esprit de Ramadan se vit avec dévotion et partage. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.